Bonjour à tous, merci d'être ici. Je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Daniel Medin. Je suis ici avec Paitim Statovci et Rumena Bujarovska pour une séance intitulée « Aux prises avec les conventions sociales et la violence ». Alors, je suis vraiment ravie de cette séance. En effet, l'écriture de l'Europe centrale et de l'Est est une question qui me préoccupe. Or, on a vu un épanouissement des écrits de fiction de cette partie du monde de la part d'auteurs nés dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont grandi sous le communisme. Mais on a vu aussi qui ont vu la transition radicale de 1989 et ses conséquences. Et ça nous a amené à des écrivains de tout un tas de pays, des Balkans et d'autres parties de l'Europe orientale. Or, ce que nous avons avec nous sur la scène, c'est une nouvelle génération d'écrivains qui traitent de transitions historiques légèrement différentes. C'est un type de fiction assez nouveau, assez fascinant. Je suis donc ravie de vous les présenter ce matin. Alors, à mon sens, c'est également intéressant car ils écrivent dans des langues qui, d'un côté, proviennent de l'autre Europe. C'est une expression qui me vient à l'esprit, avec une expérience historique et littéraire. Elle fait partie de la littérature européenne, mais en même temps, on peut la voir comme une littérature un petit peu marginale, car elle est écrite dans des langues qui ne nous sont pas familières, en France, en Espagne. Paitim qui écrit en finnois et Rumena en macédonien. Donc, encore une fois, je suis vraiment ravie d'être ici avec eux deux. On parle aujourd'hui de deux livres tout particulièrement, Bola, écrit par Paitim, et Mon cher mari par Rumena. Et j'aimerais commencer par une question. En effet, ces deux ouvrages traitent de différents types d'amour. Et j'aimerais vous poser la question du machisme. Ils traitent de versions bien particulière de la masculinité, parfois de manière tragique, parfois de manière comique, mais toujours en nous mettant mal à l'aise, nous les lecteurs. Alors, je vais peut-être commencer par Rumena. Et j'aimerais vous poser la question de Mon cher mari. Mon cher mari est un ravissement pour le lecteur. En effet, beaucoup de ces récits de fiction se situent dans un milieu artistique. La première nouvelle, Mon mari le poète, me rappelle une scène que j'ai vue, pardonnez-moi, dans Barbie. Un homme prend une guitare et il dit « Attends, je vais te chanter ». Il ne va pas... c'est une espèce de performance de la masculinité. Alors, d'où provient cette histoire? En effet, elle est très représentative de toute cette collection. Eh bien, je serais ravie de vous en dire plus. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ici et merci d'être venu si tôt un dimanche matin. J'ai beaucoup de respect pour cela. Alors, je travaillais dans un festival de poésie au début de la vingtaine et je me suis fait lire pas mal de poèmes par des hommes qui avaient peu de talent, qui étaient un petit peu arrogants. Ils pensaient que parce qu'ils mettaient les mots sous forme de vers sur papier, ils pensaient que Dieu parlait à travers eux d'une certaine manière, par leur truchement. Il y a cette idée qui date du 19e siècle, de cette écriture qui permet d'être connecté au spirituel et Dieu qui parle par vous, la divinité de l'inspiration qui arrive à ces hommes qui se perçoivent comme brillants. Et donc moi j'ai dû supporter ça, j'en étais le témoin. Je pense que j'étais
à une époque plus sympa, plus tolérante. Quand j'étais jeune et je ne savais pas très bien quoi faire de tout cela. Je me disais, mais peut-être que je suis bête, peut-être que je ne comprends pas tout ça. Et ça arrive souvent avec la poésie. Il y a une mystification et tout un tas de mots couchés sur papier qui n'ont pas de sens, mais le lecteur a l'impression que c'est leur problème que de ne pas comprendre, car le poète a ce statut et cette confiance incroyable. Donc voilà, je me suis fait lire pas mal de poésie de cette manière, et puis ensuite ça a continué de se produire. Beaucoup de mes amis me disaient, bah, tu veux pas lire un petit peu de ma poésie, et puis ils me présentaient 1000 poèmes, et voilà, je devais les lire. Et je ne pouvais pas dire ce que j'en pensais, car à chaque fois que je les critiquais, ils se mettaient très en colère. Et ça, c'est un autre élément de ce monde machiste. Si l'on a l'audace de dire ce que l'on ressent, on subit la violence. Et nous, en tant que femmes, on sait exactement quoi en faire. On a appris comment réagir de certaines manières pour ne pas se faire engueuler, voire ne pas subir de violence, même physique. Et une connaissance m'a envoyé quelque chose d'horrible. À nouveau, je l'ai lu et ça m'a fait écrire cette histoire en l'espace de 15 minutes. Je me suis débarrassée de ça. J'ai essayé d'imaginer d'être mariée avec quelqu'un de ce genre, de subir ça au jour le jour. Comment est-ce que cette femme réagirait? Donc j'ai écrit l'histoire et comme la plupart de mes autres histoires, même dans le cadre de mes collections précédentes, traiter de l'insatisfaction maritale, des normes sociales qui soumettent la femme au sein de la famille et de toute évidence au sein de la société plus largement. Et je me suis dit que peut-être me faudrait-il changer la perspective de toutes les autres histoires, de sorte qu'elles proviennent du point de vue de la femme qui parle. Et c'est ça qui a relié toutes les histoires entre elles. Elles utilisent toute la même technique narrative. Il s'agit de femmes insatisfaites qui parlent à la première personne. Et la première nouvelle traite de cette femme qui se plaint de son mari. Est-ce que vous pouvez nous lire cette nouvelle? Oui, bien sûr. J'ai rencontré Goran à un festival de poésie. Ses cheveux commençaient à grisonner. Maintenant, ils sont complètement gris. Mais il pense que cela fait partie de son nouveau sex-appeal, comme il me l'a dit un jour. C'était soi-disant pour plaisanter, mais je crois qu'il le pense vraiment. Je voulais lui demander si son cheveu rare et son crâne à la texture de cire fondue faisaient aussi partie de son nouveau sex-appeal, mais je me suis retenue. Il n'accepte aucune critique. Il se fâche tout de suite, et quand il se fâche, il se met à m'injurier. Et cela dure des jours jusqu'à ce que je donne une preuve de soumission pour qu'il cesse d'être insupportable, comme réciter, mine de rien, un de ses vers. Récemment, il était en rogne contre moi parce que j'avais refusé de lire les poèmes qu'il avait écrits la nuit précédente. « J'ai pas le temps maintenant, demain, lui ai-je dit. « T'as pas le temps pour 3 poèmes, hein ?» J'ai senti la colère dans sa voix et j'ai immédiatement regretté mon refus. Mais c'était trop tard. Quoi que je dise, ça aurait été mal pris, alors je me suis tue. « Vas-y alors, perroquet savant, s'est-il écrié en claquant la porte. Il me traite de perroquet savant chaque fois que je suis en train de préparer mon cours pour le lendemain. Selon lui, si j'étais vraiment à la hauteur en histoire, je n'aurais pas besoin de préparer mon cours. Quand on sait, m'a-t-il dit une fois, en me regardant avec insolence droit dans les yeux. Quant à ces poèmes, je n'avais pas vraiment envie de les lire, encore moins de les écouter. Une souffrance qu'il m'impose parfois. Lorsque nous étions amoureux et n'avions pas encore d'enfants, quand nous couchions ensemble et que nous étions allongés encore essoufflés en sueur, il se mettait à me murmurer ses vers à l'oreille. Il y était toujours question de fleurs, d'orchidées, parce qu'elles lui rappellent la chatte, des vents du sud, des mers. Il évoquait aussi des condiments, des produits exotiques comme la cannelle et des tissus comme le velours. Cela donnait des figures de style où, par exemple, j'avais un goût de cannelle, ma peau était comme du velours et mes cheveux sentaient la mer, ce qui est faux, car ma mère m'a avoué une fois que mes cheveux puaient. Quoi qu'il en soit, dans ces moments-là, ces paroles m'excitaient terriblement. Je m'enflammais de nouveau et voulais refaire l'amour, bien qu'il n'en fût pas toujours capable, de sorte que j'étais obligée de me repasser mentalement ces images et ces mots afin de rester excitée. Maintenant, il ne le fait plus, Dieu merci. Et ça continue. Merci. Merci. C'est drôle, car dans
cette histoire en quelques pages. On voit déjà une parodie d'une certaine forme de masculinité et c'est compliqué par le comportement et les réflexions de cette femme. Oui, on a tendance à tomber amoureuse de ce genre d'homme, alors pas moi personnellement. Enfin oui, je suis coupable, je le suis. C'est intéressant parce que il y a différents types de machos dans le monde. Il y a ces machistes, égocentriques, mais c'est assez drôle d'imaginer la poésie dans ce cadre-là, alors qu'on imagine un machisme plus barbare. Et écrire des poèmes, c'est pas très viril. Mais c'est l'artiste en tant que mâle, et tout artiste, notamment les poètes. Pensez aux romantiques, Byron. On y parle d'amour, de séduction. Dans la poésie, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes étudiants. Je leur dis qu'il ne faut pas le faire. J'enseigne à l'université de Skopje. Les étudiants qui étudient les langues sont à 95% des femmes. Et bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais c'est une construction sociale du genre. Ils sont habitués à se voir, elles sont habituées à se voir comme des objets, comme des muses des poètes. Et elles sont impatientes à l'idée qu'on puisse écrire un poème sur elles. Et parfois, lorsqu'elles écrivent des poèmes, elles les rédigent comme si on les écrivait à propos d'elles. Tu es si belle, je t'aime tant. C'est un conditionnement très toxique des femmes qui a eu cours au fil de l'histoire, que l'on a réussi à changer d'une manière ou d'une autre. Mais de ce point de vue-là, je pense que la poésie, c'est une forme de séduction machiste. Et n'hésitez pas à me citer. Alors, Païtim. Bon, c'est pas un poète, Païtim. Hein? Non, je ne suis pas poète. Mais je comprends tout à fait cette notion de disruption, de la virilité. C'est ce que j'essaie de faire par mes écrits, notamment ce livre qui décrit des personnages queer. C'est l'histoire de deux hommes, un Albanais qui est élevé de manière très traditionnelle. Il est marié, et ils ont un enfant en route. Et à l'université, un jour, il rencontre cet étudiant en médecine qui est serbe. Il est tellement hypnotisé par cet homme qu'il commence une relation amoureuse passionnée, très brève. Mais comme ils n'ont pas d'exemple à émuler, ils n'ont pas de langue commune pour exprimer ce qu'ils ressentent l'un vis-à-vis de l'autre. Ils ne sont pas acceptés par la société. Et du coup, ils se retrouvent dans des espaces un petit peu claustrophobes pendant toute la durée du roman. Ils ne s'expriment que lorsqu'ils sont en privé, lorsqu'ils sont dans une petite chambre. Ils passent leur temps à se dire n'oublions pas qu'on n'existe pas en dehors de ces murs, car il n'existe pas, on n'a pas de place en dehors de ces murs dans la société. Ils ne peuvent se permettre le luxe du choix, ils ne peuvent être ouverts et s'ouvrir aux autres. Très brièvement, c'est quelque chose que vous mentionnez. C'est magnifiquement écrit. Cette relation amoureuse, il y a des descriptions organiques du sexe. C'est très difficile d'écrire sur le sexe. Je dis pas ça en tant qu'auteur, mais en tant que lecteur. Il y a tellement de clichés, tellement de pièges. Or, vous écrivez de manière très factuelle, très concise. C'est très naturel. Leur manière de se retrouver physiquement est décrite de manière très naturelle. Et puis, il y a cet environnement claustrophobe, car ça doit être à l'intérieur, dans un petit studio, dans une petite chambre. Ça doit être confiné, car ça ne peut pas être dit très ouvert. Oui, et si je le puis, j'aimerais lire un passage à ce sujet. En effet, ces personnages ont constamment peur. Ils n'ont pas la possibilité de sortir
et d'exprimer leurs émotions à l'extérieur. Et ceci s'applique à tout un tas de réfugiés, et cela s'applique à moi aussi. J'ai l'impression que mon père, qui est maintenant décédé, m'a laissé en héritage ces préoccupations. Je dois toujours être à l'affût, être aux aguets, me préparer à la prochaine catastrophe. Le personnage principal de ce roman est à l'aise à l'idée du danger car il y est habitué à cause de la guerre au Kosovo. Il doit déménager avec sa famille en Finlande, mais la guerre n'est pas finie au moment de s'échapper. Il se retrouve sur une nouvelle ligne de front. Il n'est pas sauvé. Il n'y a pas de salut pour lui. Il ne peut se regarder dans le miroir, se définir et se dire « je suis queer ». Est-ce que j'aurais une meilleure vie si je pouvais être ouvert à ce sujet? Il n'a pas de prise de conscience de ce genre, car la conscience lui a été volée. Et un moment d'autodéfinition, je voulais donner la parole à un personnage qui ne se définit pas car il a peur des conséquences pour lui. Or, j'ai l'impression qu'on est sous pression. Il nous faut choisir notre propre identité, savoir à quel groupe on appartient. Et moi, ça ne me convient pas. Car moi, je crois en le changement constant, je crois en la possibilité de faire des erreurs, en la possibilité de faire des choses qui ne sont pas bien tout en étant quelque chose de bien. Ça peut coexister. Bon, je m'égare, je vais donc passer à la lecture de mon texte. Vous savez, je viens des Balkans. Qui a été élevé à la peur n'apprendra jamais à vivre sans peur. Lorsqu'on retire la cause de sa peur à une telle personne, la peur se transforme en ses conséquences. Suspicion inextinguible, insomnie, hallucination. Et lorsque le peureux est privé d'échappatoire ou libéré sa peur, celle-ci devient le voisin qui dispose d'une meilleure place sur le parking de la copropriété parce qu'il est dans son pays et pas toi. La promeneuse de chien qui en passant fait un signe de tête vers toi et plisse les yeux, non pour te saluer, mais parce que tu es un étranger. Le caissier qui, scannant les sachets de pain en promotion que tu achètes pour les congelés, soupire non d'ennui, mais parce que tu es un intrus immigré qui se comporte de manière déloyale avec les autres. Notre fille est sage, mais nos garçons se battent à l'école presque chaque jour. Leurs enseignants nous disent, à Aïché et moi, que leurs problèmes viennent de ce qu'ils ont quitté le Kosovo. C'est une situation difficile pour un jeune, il t'explique. Vivre entre deux langues, deux cultures et deux religions conduit souvent à une crise d'identité. Le jeune ne sait plus qui il est, parce que tout son monde s'est formé à partir d'éléments, de coutumes et d'usages en contradiction trop forte. Les enseignantes lâchent leur avis comme une déclaration préalable à travaux. Ça nous dérange et nous met en colère, moi et Aïdje, car leurs propos recèlent l'idée que la vie de nos enfants est pour ainsi dire toujours en plan ou radicalement défectueuse, qu'à cause de nous, elle ne peut être saine et accomplie, parce que nous sommes venus ici pour fuir la guerre. Le fait que nos enfants parlent couramment différentes langues, connaissent différentes coutumes et croyances, n'enrichit pas, à les en croire, la vie de nos garçons, mais l'obère au contraire. Merci. C'est un passage fantastique qui rappelle les traumatismes qui s'enchaînent. L'expérience est enfouie dans les personnes, même une fois qu'elles se trouvent en sécurité. Et c'est transmis à la génération suivante. Dans quelle mesure est-ce que ce type de peur, d'incertitude, mon sens de l'urgence en tant que personne qui a vécu dans plus d'un pays, qui dispose de plus d'un passeport, mes enfants ont-ils vraiment besoin du même passeport parce que mes arrière-grands-parents ont fui un pogrom? Donc, comment est-ce que cela migre et s'est transmis d'une génération à l'autre? Oui, je comprends tout à fait. À ce jour, lorsque je rentre dans une pièce, je regarde toujours où se trouve la sortie au cas où j'ai besoin de fuir.
Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été très sensible aux attitudes des autres, au comportement des autres et aux stéréotypes qu'ils peuvent avoir en tête par rapport à moi. Je savais qu'on me voyait comme moins chanceux, moins méritant, moins capable que mes pères finlandais et suédois à cause de mes antécédents, parce que j'avais déménagé en Finlande au milieu de la guerre. Donc, très rapidement, j'ai perdu cet talent, cette endurance. C'est facile de s'ajuster à la violence plutôt que de la combattre. La combattre, ça requiert bien plus d'endurance que de s'adapter à un environnement violent. Mais plus jeune, j'ai eu tellement de difficultés, j'ai subi le racisme et la haine, je l'ai internalisé. Je ne pouvais pas aller à la bibliothèque et emprunter un livre parce que j'avais trop honte de le faire pour une raison ou pour une autre. Et plutôt que cela, j'allais à la bibliothèque, je lisais le livre sur place, je le replaçais et je rentrais à la maison. Ça m'a fermé, je pense, pas mal de portes dans la vie, car j'avais l'impression de valoir moins. Mais ces livres, c'est un petit peu ma revanche. Moi, j'aurais une autre question. Pristina et l'environnement de votre roman. Il y a ce désir homosexuel qui se fait jour dans cet environnement-là autour de 1995. Vous avez dit que Pristina est un super endroit, c'est une ville très intéressante en Europe. Vous y retournez assez fréquemment. Est-ce que vous pouvez dire quelle est la différence entre Pristina en 1994 et maintenant? Bon, moi, personnellement, je m'y suis rendue qu'à quelques occasions. Alors, il y a un tabou autour de la Macédoine et le Kosovo. C'est intervenu après. Bon, il y a une albanophobie traditionnelle qui se transmet. Il y a pas mal de mythes qui sont transmis à propos du Kosovo, le type d'endroit que c'est, qu'il y a une mafia. Donc, c'est vraiment du vitriol purement nationaliste. Toutefois, les générations plus jeunes, des gens qui ont la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, sont en train de combler ce fossé. Beaucoup de mes amis se rendent à Pristina pour faire la fête. Il y a pas mal de gens de Pristina qui viennent, des DJ. C'est une ville très vivante. C'est une ville qui a une jeunesse très intéressante. Les gens à Skopje sont fascinés car c'est très proche. Mais Pristina a ce genre de réputation-là. Les choses nouvelles sont toujours passionnantes. C'est une opportunité. Je travaille dans une nouvelle langue. Alors, oui, la langue a été normalisée en 1995. Je n'ai pas de tradition littéraire dont je puisse m'inspirer. Je n'ai pas de langue dont je puisse m'inspirer. Peu importe, vous savez quoi? Moi, j'ai la liberté de ne pas être contrainte par toute cette histoire. Et c'est une opportunité. Et je pense que c'est la même chose avec le Kosovo. C'est une nouvelle république qui a une jeunesse qui est très progressiste. Et voilà comment je vois les choses depuis la distance, après m'y être rendue à plusieurs reprises. Il y a tout un tas de festivals, il y a une vie très vivante, c'est du moins ce qu'on en pense. Mais toi, tu en sais plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Bon, c'est assez intéressant car on pourrait croire que l'autorépression, cette honte que ressentent les deux personnages de votre roman, ça pourrait arriver dans un environnement plus progressiste. Or, il semblerait que Pristina ait changé. Et le roman se situe
avant la guerre. Oui, et puis il y a cette relation entre les Serbes et le Kosovar. Oui, le personnage principal de mon roman n'est pas capable de rompre sa bulle, de faire exploser sa bulle. Il prend le monde dans lequel il vit et l'apporte dans le nouveau pays dans lequel il déménage, qui est un pays dont je ne donne pas le nom, et il applique les mêmes valeurs là-bas. Alors j'espère ne rien divulgacher, mais à un moment ou à un autre, il commence à échanger des messages en ligne avec un jeune homme et il s'avère qu'il est mineur, donc le personnage principal est envoyé en prison. Ce qu'il fait, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais lui se demande pourquoi c'est illégal, parce que c'est pas illégal dans son propre pays. Il se pose la question de savoir pourquoi il est envoyé en prison du simple fait de cette relation avec ce jeune homme. Vous parlez de relation, vous êtes gentil. Oui, c'est pas une relation, c'est c'est de l'abus sexuel sur mineurs. Je devrais faire attention à ce que je dis. Mais c'est présenté du point de vue du narrateur, et je ne dirais pas vraiment qu'il y a une ambiguïté, mais les choses s'enchaînent vite et il n'y a pas de malveillance préméditée. La situation dégénère comme on aurait pu le prévoir et cela échappe à l'entendement même des personnages. Tout le plaisir qu'il a dans ce livre, c'est la possibilité de renoncer, et c'est cela qui lui donne un sens d'appartenance. Il est privé de tout, il perd sa dignité, il est renvoyé au Kosovo après avoir purgé sa peine, et il prend un certain plaisir à cela, parce que on ne lui demande plus de jouer un quelconque rôle. Et le livre parle aussi de l'écriture, de rêves d'écriture, de rêves non réalisés. Vous savez, quand vous avez un rêve, quelque chose que vous voulez faire ou atteindre, vous avez une motivation et un élan au fond de vous tant que vous n'avez pas atteint votre rêve. Et c'est une émotion très puissante qui vous permet d'avancer vers ce but. Mais si vous perdez le but, ou si le rêve se réalise, ou si vous décidez de l'écarter, eh bien, vous perdez le pouvoir qui accompagne ce rêve, l'élan qui accompagne ce rêve, et vous devez trouver un substitut. Il se fait publier dans la revue estudiantine, mais il n'est pas vraiment content. Il n'a pas l'impression d'avoir atteint son but parce qu'en fait, il préfère avoir le rêve et continuer à rêver. J'ai oublié quelle était la question, dit Daniel. Oui, la question était sur Pristina au départ, mais ensuite il y avait la question du désir, du tempérament et des pressions sociales. Et c'est intéressant aussi parce que je parlais surtout d'histoires d'amour de personnes de même sexe, mais il y a aussi en 1995 la Serbie, l'Albanie. C'est un... Oui, même les relations hétéro de nos jours. J'ai une autre question sur le caractère. Vous avez des personnages forts et vous avez un don pour décrire l'aveuglement des personnages. Votre recueil regorge de femmes malignes, acerbes, qui sont souvent très conscientes de leur milieu et des défauts de leur mari,
Mais malgré cette conscience de soi, elles sont aveugles par rapport à ce qui est très évident et ce que le lecteur voit facilement. Oui, je crois que les deux choses existent dans mon recueil. Il y a beaucoup de femmes un peu aveugles. Ça, c'est le don ou l'atout du narrateur à la première personne. J'ai beaucoup apprécié ce point de vue dans ce recueil, parce que ce qui est évident pour le lecteur ne l'est pas pour la narratrice. Et c'est dans cet espace-là que l'humour se crée, dans cette disparité entre ces deux points de vue, celui du lecteur et celui de la narratrice. Pour moi, l'idée, et je crois que l'une des raisons qui explique que beaucoup de femmes d'horizons différents lisent ce livre en Macédoine, c'est qu'elles reconnaissent les défauts de ces femmes. Elles se reconnaissent dans les défauts de ces femmes. Dans une des histoires, il y a une femme qui découvre que son mari a une maîtresse. Et c'est une histoire très drôle parce qu'elle devient folle. Elle commence à fouiller dans ses affaires. Il nie en bloc. Elle commence à le filer. Elle regarde ses reçus de carte de crédit. Elle le suit en voiture. Elle met un enregistreur dans sa voiture. Elle a une meilleure amie qui lui donne des tuyaux. C'est un peu un duo de détectives privés. Et je crois que c'est l'une des histoires que les femmes apprécient le plus parce qu'elles se reconnaissent dans cette jalousie ridicule, absurde et les mesures complètement extrêmes qu'elles sont prêtes à prendre. Et cette misogynie internalisée, disant à cette petite pute, elle met toute la responsabilité sur la maîtresse et non pas sur le mari. Il faut contrôler son mari parce que votre mari, c'est votre subsistance, c'est votre dignité, c'est votre statut social. Si vous perdez votre mari, s'il part avec une autre femme, ce serait une honte pour la famille. Et donc, elle se tourne vers sa mère et sa mère dit « Non, non, tu ne vas pas rentrer chez moi. » Bon, je sais que ça arrive. Cette histoire est basée sur une femme que je déteste. Elle travaille pour un maire d'extrême droite qui est mafieux en plus. Elle a essayé de quitter son mari. Elle est allée voir sa mère et sa mère a dit non, tu ne peux pas rentrer à la maison, ta place est avec ton mari. La famille vend, le père accompagne sa fille jusqu'à l'hôtel et il transmet la vache au mari. Ensuite, la femme doit rester chez elle. Elle ne peut pas rentrer chez ses parents, même si elle est battue, etc. Mais la même chose est arrivée au fils. Je ne sais pas si c'était au sein de la même famille, mais le fils a divorcé et la mère disait « Oh, rentre chez tes parents, quitte cette horrible femme que tu as épousée. » Donc, les hommes peuvent rentrer chez leurs parents, mais les femmes ne peuvent jamais rentrer chez leurs parents, quel que soit l'abus dont elles sont victimes, parce qu'elles ont été vendues une fois pour toutes. Et là, je parle de l'idée traditionnelle du mariage. Bien entendu, je suis en Suisse en tant que macédonienne. Je ne voudrais pas être perçue comme quelqu'un qui vient d'un pays de sauvages. Mais le fait est que mon livre fonctionne à l'Ouest parce que le modèle de ces relations est reconnaissable. C'est une question de nuance. Simplement. Nous venons d'un pays qui a une histoire difficile, un passé difficile, et ces éléments sont également présents dans les relations entre les genres,
sur les questions d'ethnicité et de religion. C'est un petit pays très mélangé. La réaction a été très positive. Les femmes qui lisaient mon recueil étaient capables de rire d'elles-mêmes. J'ai essayé de traiter ces sujets de manière humoristique. Bon, certaines histoires sont plus tragiques que d'autres, mais je voudrais que l'on ait de l'empathie pour les personnages féminins, même face à leur aveuglement et leur incapacité à s'échapper à leurs circonstances, parce que c'est une question culturelle. Je vais laisser mes enfants avec mon mari. Nulle part au monde est-ce qu'on penserait qu'une femme qui ferait ça est une bonne mère. Donc, elles sont des victimes de l'histoire. Il leur est très difficile de sortir de ces schémas, de ces carcans, et je sais que c'est difficile, et c'est pour cela que je montre beaucoup d'empathie pour ces personnages, et c'est pourquoi j'y mets beaucoup d'humour. Parfois, je les punis aussi avec humour. Et vous avez raison, parce que lorsqu'elle découvre et lorsqu'elle confirme que son mari a une maîtresse, elle obtient le numéro de téléphone de cette femme, elle commence à l'appeler, à raccrocher, à harceler cette femme. Bon, je ne veux pas divulgacher, mais la fin de l'histoire est absolument merveilleuse. Il y a une chute qui vaut la peine de lire. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'aveuglement? Dans vos livres, nous voyons très clairement la psychologie des personnages qui ne comprennent pas des choses essentielles parce qu'ils ne peuvent pas regarder à l'intérieur d'eux. Oui, j'ai lutté avec les personnages de ce livre. J'ai travaillé sur ce roman pendant 8 ans. Et si j'ai mis aussi longtemps, c'est parce que je ne trouvais pas la voix du narrateur. Je savais que le personnage principal devait être une personne qui n'inspirerait pas forcément beaucoup de loyauté ou de solidarité. Je pense que le livre force le lecteur à définir sa propre empathie, parce que le personnage fait des choses difficiles à digérer. Il est violent vers sa famille, il est misogyne à bien des égards, il ment à tous ses proches et il semble très imbu de lui-même à bien des égards. Et lorsque je grandissais dans ces environnements albanais assez traditionnels, il y avait beaucoup de personnes comme lui, des personnes qui prenaient plaisir à provoquer un petit peu le danger et le chaos autour d'eux. Je voulais écrire une histoire qui montrerait comment l'on vit aux côtés d'une personne comme cela. Et je voulais comprendre pourquoi ils se comportent ainsi, pourquoi ces hommes sont-ils comme cela dans leur communauté et dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et je crois que j'essayais de trouver l'explication ou un côté positif de l'humanité, mais plutôt que cela, cela m'a mené sur un chemin beaucoup plus sombre. Mais je ne demande pas au lecteur d'accepter ou d'aimer le protagoniste, le narrateur, mais j'invite le lecteur à essayer de comprendre pourquoi certaines choses lui sont plus difficiles qu'elles ne seraient pour d'autres personnes. J'aimerais revenir à quelque chose qui a été évoqué il y a quelques instants. Il s'agit des identités hybrides liées à votre expérience biographique d'avoir plusieurs langues et plusieurs cultures. Bon, il y a votre expérience de vie, les langues que vous utilisez, mais pour revenir à un thème que nous avons évoqué hier avec Hicham,
le rôle de la lecture. Et la lecture, c'est universel, que ce soit en langue originale ou en traduction. Par exemple, j'étais tout à fait conscient, lorsque je lisais votre recueil, de la tradition américaine de la nouvelle. Même si dans votre région du monde, les choses sont un peu différentes. Le titre de votre roman est basé sur une créature de la mythologie albanaise. Je ne sais pas si tous les deux vous pouvez nous parler de comment vous générez quelque chose en finnois, en macédonien, en partant de vos origines, vos racines multiples. Hicham l'a dit hier, j'écris par nécessité. La nécessité de produire quelque chose autour de quelque chose qui vous fascine. C'est un peu comme la cuisine. Lorsque vous mangez un très bon gâteau, vous avez envie d'avoir la recette. L'écriture, pour moi, c'est un peu cela. J'adore les nouvelles, les romans aussi. Et c'est vrai que j'ai été un peu obnubilée par la nouvelle américaine contemporaine. J'ai même enseigné un cours sur ce genre et j'ai beaucoup appris parce que j'ai été obligée d'analyser ces nouvelles. Et je me suis rendu compte, entre autres, bon, Flannery O'Connor, c'est mon écrivaine préférée. J'ai beaucoup appris en la lisant. J'ai appris comment on peut utiliser la langue locale et savoir que vous écrivez, ce que vous écrivez est conditionné par les noms, la géographie, le comportement culturel et qu'il ne faut pas s'éloigner de là. C'est cela qui donne une saveur au texte, parce que toutes les histoires ont déjà été racontées. C'est la manière de raconter. C'est le contexte qui va distinguer votre histoire des autres. Donc, c'est ce que j'ai appris grâce à Flannery O'Connor. Et son cynisme m'a beaucoup plu aussi. J'avais l'impression d'avoir trop de contraintes dans mon contexte et j'étais en colère. Et d'ailleurs, je suis toujours en colère. J'ai pu sortir cette colère par l'humour et en dépeignant des personnages grotesques. Et j'adore cela. Quand je lis une histoire avec des personnages grotesques, cela me stimule beaucoup. C'est une émotion extrême. Donc, j'ai beaucoup appris des Américains qui écrivent dans ce genre littéraire. Et ensuite, j'ai appliqué ces enseignements à ma culture sans jamais quitter mon nom est l'un des plus longs, à part celui de Senedine Medinovic. Bon, les Grecs nous ont forcés à changer le nom de notre pays et ma mère voulait que je m'appelle Nena plutôt que Rumena parce qu'elle s'est dit, mais les étrangers ne vont jamais pouvoir prononcer ton prénom. Et si c'était le cas, je ne pourrais jamais m'intégrer dans le monde extérieur. Il fallait que j'aie un nom passe-partout. Mais aux États-Unis, les gens n'arrivaient pas à dire Nena non plus. Ils m'appelaient Nini, Nana, tout sauf Nena. Alors, j'aurais peut-être pu adopter le nom Anne, mais en fait, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis dit, j'ai lu des centaines de romans venant de toutes les cultures, dans toutes les langues. Il y a eu des passages qui n'étaient même pas traduits. Les Russes avaient des
du 19e siècle, laisser de grands passages en français. Cormac McCarthy a fait la même chose avec l'espagnol. Et bon, on a Google. Les Américains me disent il faudrait expliquer qui est Ukarapanja. Non, je ne vais pas expliquer. Tu le mettras dans Google et tu chercheras toi-même. Et vous pouvez aussi savoir comment prononcer mon nom et le nom de ma ville natale. C'est typiquement américain. Si je suis interviewée, on me dit Rumenov vient de Skopje. Comment est-ce qu'ils n'ont pas eu l'idée de mettre le nom de la capitale de mon pays dans Google et de trouver la prononciation juste? Dans ce recueil et le prochain qui s'intitule I'm Not Going Anywhere, je vais insérer plein de choses qui seront difficiles à prononcer et je m'en fiche. Je travaille avec un traducteur qui est spécialisé dans la poésie de Taïwan. J'ai traduit le texte en anglais et il a fait la relecture et parfois il disait « Je ne sais pas du tout ce que cela veut dire là ». Il a 70 ans. Peut-être avait-il l'idée que nous allions adapter notre texte. Et j'ai dit non, pas question, je ne vais pas adapter le texte. Et c'est pourquoi j'aimerais écrire votre roman ou tous les autres dont il a été question ici à Bibliotopia depuis 2 jours, parce que je veux en apprendre plus sur les lieux, sur les noms, sur les cultures de ces différents pays. Mais les influences, c'est tout à fait autre chose. C'est très intéressant parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation. La question se pose de savoir quel est le roman international qui pourrait effacer toutes les spécificités locales pour être accessible et plus vendable, plus facile à traduire. En même temps, c'est curieux parce que en vous écoutant, j'imagine la même discussion entre les auteurs africains. Est-ce qu'on utilise les termes en langue africaine sans expliquer ou est-ce qu'on utilise la langue des colons? Et c'est une discussion continentale. C'est un grand continent, mais beaucoup d'écrivains se posent la question de savoir comment est-ce que vous allez adapter les termes qui font partie de votre culture? Est-ce que vous allez les traduire? Bon, ça fait partie peut-être de la contradiction liée à l'écriture qui est destinée à 2 publics. Vous avez une grande base de lecteurs dans le monde anglophone, aux États-Unis, en Europe, où en plus on va pouvoir enseigner ces textes en anglais. Et l'autre public pour lequel vous voulez écrire avec grande authenticité, c'est la population de votre pays. Oui, si on adapte les textes, tout devient fade. En Angleterre, en Amérique du Nord, ces textes sont accessibles. Les textes de leurs écrivains sont accessibles. Pourquoi est-ce que je me dénaturerais pour être plus accessible à ce public? Ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est une question de représentation et d'attente. Je pense que les écrivains qui viennent de pays autres que les pays occidentaux bien, il y a moins d'exemples de leur... il y a moins de livres sur le Kosovo. Lorsque un livre est publié, on a cette attente qu'elle sera exacte par rapport aux différentes communautés et ce qui s'est réellement passé. J'ai bien aimé votre commentaire sur votre colère et votre frustration.
lorsqu'on parle d'écriture et de livres, je dirais que plus je lis, plus j'écris, plus ma colère s'atténue. Pour tout le mal qui a été fait, qui m'a été fait, j'ai l'impression que sur la page, je peux être courageux, en colère, frustré, librement, ce qui n'est pas possible en dehors de mes livres. Oui, c'est vrai, c'est la même chose pour moi. Mais ça m'a libérée et maintenant je suis devenue activiste, ce qui m'a valu des ennuis avec l'Église et des groupes de droite. Maintenant, quand je reçois des menaces de mort, je me dis, eh bien, je suis sur la bonne voie. Oui, c'est toujours déconcertant. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont des bots qui vous attaquent sur Internet. Si je reçois 40 demandes pour être ami et des messages aléatoires, après, je sais qu'il y a quelqu'un, le genre Steve Bannon, représentant de médias fascistes, qui vont poster quelque chose à mon sujet et ensuite ces acolytes m'agressent en ligne. Je me suis dit, cela me renforce. Mais non, si je suis honnête, ça fait mal. Parfois, il faut arrêter simplement de lire ces messages parce qu'ils sont abusifs, mais en même temps, lorsque j'en ai, je sais que j'ai bien visé. Mais ce sont les livres qui me libèrent, parce que lorsque j'ai commencé à parler de mes nouvelles en public, je me suis dit, bon, les gens répondent, ils réagissent positivement. Je ne suis pas seule après tout. Il y a une communauté de personnes de même esprit et je suis que c'est la même chose pour vous avec votre livre. Je crois que ces luttes dans la vie, l'idée qu'elles nous renforcent, c'est des conneries. C'est le contraire. Parfois, ces luttes, ces agressions vous affaiblissent et vous rendent moins apte à réagir la fois après. Oui, cela m'a rendue assez anxieuse et nerveuse. J'ai moins peur, mais je suis plus anxieuse. Bon, je ne voudrais pas être anxiogène, mais est-ce que c'est anxiogène pour vous si je propose au public de poser des questions? Je ne vois pas bien ce qui se passe dans la salle, mais... Merci de cette discussion assez profonde. Chez moi-même, subi certaines de ces choses, étant migrant moi-même, et ont été obligés de m'adapter à un nouveau pays d'accueil. Lorsque vous écrivez, est-ce que vous avez l'impression que votre horizon, même si vous venez d'un pays ou si vous écrivez dans une langue qui n'est pas une langue très majoritaire, mais c'est même le contraire, est-ce que votre horizon culturel correspond à ce que vous pensiez quand vous étiez jeune? Ou est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'il y a ou est-ce que c'est plutôt un environnement beaucoup plus large, mondial, qui est le vôtre, et que vous ne plaidez pas pour vos propres petites causes, mais pour une cause plus humaine dans le sens universel, et que vous ne vous exprimez pas toujours pour votre propre compte ou
pour votre identité propre, mais plutôt que vous êtes activiste dans un certain sens par votre écriture? Peut-être que cette question est assez claire. Eh bien, tout au long de ma vie, l'on m'a posé la question de mon identité. Je m'identifie comme quoi. En effet, j'ai déménagé en Finlande depuis le Kosovo à l'âge de 2 ans et je n'ai pas vraiment de souvenirs de la période avant la Finlande. Je ne me souviens pas d'avoir appris ni le finnois, ni l'albanais. Je parlais l'albanais à la maison, puis je parlais le finnois à l'extérieur de la maison. Et souvent, dans des cas comme le mien, je me dis que l'on me donne le luxe du choix. On me donne le luxe de choisir entre ces deux identités pour m'identifier en tant que Finlandais ou en tant qu'Albanais, mais je n'ai pas vraiment l'option. Je n'ai pas vraiment le choix. Si je dis je suis Finlandais, eh bien, je ne suis pas finlandais de tout un tas de façons différentes. Et si je dis je suis albanais ou je suis kosovar d'Albanie, c'est encore pas suffisant. Donc j'ai tout simplement laissé tomber le sujet. Ça m'est égal maintenant. J'ai l'impression de ne pas vraiment savoir ce à quoi se résume l'identité, ce que c'est. Dans mes livres, je joue de la fluidité, de cet état de changement constant, cet échappatoire. On s'échappe, on se soustrait à ce choix. Mon deuxième livre porte sur un menteur pathologique qui déménage d'un pays à l'autre et qui se réinvente à chaque fois. Il ment sur son histoire. Un jour, il dit « je suis espagnol », le lendemain « je suis allemand », le lendemain « c'est une femme », le surlendemain « c'est un homme ». Et c'est en fait qu'il n'a pas de pouvoir, il est un petit peu impuissant, on ne lui donne pas le choix. Oui, puis les horizons, ça revient à ce dont je parlais avec les langues locales. On atteint l'universel par le local. Je pense qu'on rencontre tous les mêmes problèmes. En tant que militante des droits des femmes, c'est une question dont je parle beaucoup. Je vois beaucoup de similitudes un petit peu partout. On vit dans un système patriarcal, au fond. J'ai l'impression d'avoir de la chance. Je viens d'un endroit qui est petit et compliqué, et en même temps, je suis ouverte. J'ai accès à d'autres parties du monde que je visite, mais moi, finalement, j'aime bien la complexité de mon identité. Le passage que vous avez lu, qui porte sur les différentes identités, en Occident, notamment aux États-Unis, on se dit que c'est une faiblesse. Vous parlez plusieurs langues et pas que l'anglais, c'est mal. Alors qu'on parle tellement de langues, ce qui veut dire qu'on est exposé à tellement de savoir, de connaissances. C'est comme ça qu'on élargit ses horizons. Moi, je suis plutôt optimiste. Lorsque je parle aux gens, bon, quand je vais au lit, je suis très pessimiste. Quand je me lève, je suis plutôt optimiste. Mais si on n'est pas optimiste, je pense qu'on ne survit pas. Oui, puis on vit entre différents mondes, différentes religions, différentes langues. Moi, cela m'a rendu plus sensible aux gens, à la différence des gens, et je les comprends mieux. Oui, absolument. Bon, je pense qu'on pourra en discuter. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on en discutera ultérieurement tous les deux. Si je puis me permettre, vous avez clarifié ma question, vous avez répondu à ma question. Est-ce qu'il y a un risque lorsque l'on a le choix de s'échapper ou si l'on est forcé à quitter sa propre identité? Est-ce qu'on risque d'être la cible d'une culture hégémonique
qui pourrait être la culture du plus fort. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas obligé à adhérer à des questions universelles qui sont finalement des questions très américaines, peut-être chinoises à l'heure actuelle, sans trop le savoir? Oui, effectivement, on quitte sa zone de confort, on est un petit peu obligé. Et on vous voit toujours comme l'autre. Hein. Ça, il faut l'accepter. C'est effectivement, c'est une obligation, d'une certaine manière. Oui, et puis lorsque l'on vient d'un endroit qui est réputé pour être un pays de guerre, un pays brisé, on n'est pas comme un immigré qui viendrait en Finlande, depuis la Suisse, depuis la France. Non, ça c'est un expat. Oui, voilà, c'est un expat. Les enfants parlent l'albanais, c'est leur deuxième langue. Et c'est la raison pour laquelle c'est vu comme un défaut. Mais les enfants qui parlent le suédois sont tout aussi bilingues et on ne voit pas cela comme un défaut. Bonjour. Merci pour cette séance très éclairante. Moi, j'aurais une question qui s'adresse spécifiquement à Rouména, mais Païtim, n'hésitez pas à y répondre aussi. Vous observez les générations des jeunes dans la ville dans laquelle vous vivez en Macédoine, et ça m'intéresse. C'est lié à votre approche à l'écriture. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de littérature à partir de laquelle vous pouvez vous inspirer. Même chose avec la langue et l'histoire. Et vous avez dit que ça vous ouvrait la porte, ça vous permettait de devenir écrivain. Alors, ce que vous avez décrit, pour moi, c'est un phénomène d'amnésie collective qui est quelque chose que j'étudie beaucoup en tant qu'historienne. Après la guerre du Vietnam en 1975. Et donc, ma question est de savoir quel est le rôle de l'histoire dans votre pratique d'écriture et dans la conscience collective de manière générale, et puis les effets secondaires des disruptions historiques qui permettent d'aller au-delà des soubresauts passés. Et puis, ces soubresauts de l'histoire, comment sont-ils liés à votre pédagogie? En effet, vous êtes professeur d'anglais, notamment dès lors que l'anglais est une langue qui a une histoire chargée, colonialisme, impérialisme, entre autres. La langue anglaise essaie de se présenter comme la langue du contrôle mondial à l'ère de la mondialisation. Alors, on a pas mal parlé des normes et conventions américaines. Et donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cela. Merci. Merci pour cette question, qui est une question qui est tout aussi éclairante. Alors, je vais peut-être commencer par la fin. Moi, j'enseigne la littérature anglo-américaine, ce sont les bases en première année, mais j'enseigne également la traduction. Et donc, ce que je fais très souvent, c'est que j'expose mes étudiants à la traduction en macédonien pour montrer ce qui peut être fait, ce qui a pu être fait dans notre langue. En effet, les étudiants n'en sont souvent pas conscients. Et avec la présence de l'anglais dans le monde, ils ont l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Ils ont l'impression qu'ils ne parlent pas vraiment le macédonien. Ils ont l'impression que leur anglais est meilleur. Et en fait, ils ne parlent ni l'une ni l'autre de ces deux langues. Leur anglais est plein de non-savoir, d'insavoir d'une certaine manière. Ils l'ont appris en regardant la télé, en jouant à des jeux vidéo, en écoutant de la musique, mais ce n'est pas un anglais qui est fluide, qui est éduqué. Et c'est la même chose avec leur macédonien. Donc, ils parlent un espèce de mélange de ces deux langues. Et bon, on peut voir ce qu'il adviendra de cela. Je suis entièrement ouverte à cette nouvelle idée, mais moi, j'essaie de lutter contre
contre cela en leur montrant ces traductions. Ils regardent les traductions, je leur demande de les lire à haute voix car elles sont très belles. Je leur demande de chercher les mots. En effet, on a eu des traducteurs en macédonien absolument remarquables. Donc voilà comment je fais. Maintenant, le macédonien a une histoire régionale très riche. La Macédoine a fait partie de tout un tas de pays, de royaumes, d'empires. On a des problèmes avec la Grèce, car beaucoup de mes contemporains ont un complexe d'infériorité. Ils proviennent des Balkans, d'un nouvel État, et donc ils aiment bien dire que ce sont les descendants d'Alexandre le Grand, ce qui pour moi est aussi un problème. Vouloir s'identifier à un guerrier sans pitié, c'est un problème. Alors moi, j'essaie de parler de ce genre de choses avec mes étudiants en classe. J'essaie de leur faire connaître la littérature dont nous disposons à partir de la Deuxième Guerre mondiale en macédonien standard. Et puis j'essaie de démythifier un petit peu le tout, car tout n'est pas bon. J'essaie de leur dire, voilà, vous êtes la nouvelle génération. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Vous jouissez d'une liberté qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres langues. Donc, saisissez cela. C'est une opportunité qui s'offre à vous et ce n'est pas quelque chose qui constitue un frein. Alors, je ne sais pas à quel point cela fonctionne. C'est un petit peu différent car ceux qui étudient maintenant les langues, bon, il y a capitalisme futile, les gens décident de ne plus étudier la littérature ni les langues, ils veulent étudier l'informatique. Et ce sont des enfants qui ont grandi après la pandémie. Ils ont subi 4 ans d'enseignement de mauvaise qualité en ligne. Et maintenant, je me retrouve dans une situation où je découvre ce qui va advenir de cette génération. Cette génération post-pandémie a subi les crises, la guerre, l'inflation, la pandémie. Ça va être très compliqué à voir ce qu'il adviendra d'eux. Bien, je pense que c'est une note d'espoir. Je pense que la discussion peut se poursuivre à l'étage. Nous avons des livres en vente qui sont des traductions en français de ces 2 ouvrages. Il en existe également des traductions en anglais, donc n'hésitez pas à vous servir. Alors moi, mon livre n'est pas en anglais ici. Il n'y a que la version française. Bon, et je pense que l'on peut applaudir bien fort nos 2 intervenants.